Et à un moment donné, il le menace et Bordoni lui répond: votre force est la mafia et votre puissance la franc-maçonnerie. Je n'ai pas l'intention de risquer mon nom estimé et la réussite de Monerex simplement parce qu'un mafioso me le demande. C'est à la page 154. Ce type a quand même, Bordoni a quand même travaillé avec Sindona et il a réussi à lui voler 45 millions de dollars. Djeli a commencé sa carrière en volant les trésors nationaux de la Yougoslavie pendant la Seconde Guerre, puisqu'il y était. Il a été communiste et fasciste au gré des circonstances. Il a créé une filière d'évasion de nazis vers l'Argentine. Il prenait 40% du fric. Il a espionné en faveur des communistes, en faveur de l'Union soviétique. Il travaillait aussi pour la CIA. Il avait une ruse assez intéressante, très intelligente. Par exemple, s'il voyait qu'il y avait 3 prétendants pour un poste, pour une promotion, il les appelait les 3 et il leur disait qu'il allait faire quelque chose pour eux. Et en fait, quand il y en a un qui mentait, il leur rappelait, il disait que c'était lui. Donc c'est tout con, mais ça marche super bien. Il n'est pas con le Djeli, hein. C'est une prostituée, mais il n'est pas con. À un moment donné, il y a une liste de 1000 personnes de la loge P2 qui est sortie, puisqu'ils ont fait une descente chez lui dans sa villa en Italie, et ils l'ont trouvé, un peu moins de 1000 personnes. Selon les services secrets italiens, il s'agit de 3000 personnes. Hein. Mais bon, sur ces 1000 personnes, il y avait 50 généraux et amiraux, des ministres du gouvernement, 36 parlementaires, des stars, etc. C'est quand même assez grave, assez gravissime, hein, quand on sait ce que c'est que la loge P2, il faut comprendre quelle est leur puissance. Il faut savoir qu'à cause de ces fuites de capitaux, de plusieurs milliards dans les enfers fiscaux, la lire a diminué, a commencé à chuter, le chômage a commencé à exploser, l'inflation a commencé à exploser en Italie. C'est dire l'ampleur du phénomène et des sommes dont on parle, hein, c'est quand même grave. Il faut savoir que ce livre est extrêmement bien détaillé, puisque David Dialop réussit à retranscrire dans ce bouquin les numéros de compte de Roberto Calvi, de sa femme, etc., à l'Union des banques suisses, page 171, c'est quand même précis. Il cite par exemple la banque de Finabank. Alors c'est quoi Finabank? Ben, Finabank, c'est une entreprise qui appartient à un genre de société écran qui appartient au Vatican et à Sindona, le mafieux. Sindona, Michel, oui, qui travaille avec les Gambino et compagnie. Je lis la page 173. Ces sociétés au Canada et au Mexique servaient à amener aux États-Unis par les frontières canadiennes et mexicaines les dollars de la mafia, des francs-maçons et de nombreuses opérations illicites et criminelles. L'argent arrivait dans des valises et on l'investissait ensuite dans des bons d'État américains qu'on envoyait à Finabank, propres et faciles à négocier. Voilà, c'est quand même pas mal, hein. Et d'ailleurs, pour avoir à peu près une idée de ce que c'est, de qui est Sindona, je vais vous lire la page 176 et 177. En ce qui concerne ces importantes relations, personne ne pourrait nier la vérité de cette assertion. Elle allait depuis les familles de la mafia, les Gambino et les Inzerillo en Sicile et à New York jusqu'au pape Paul VI, en passant par les cardinaux Guerrier et Caprillo et l'évêque Marcinkus au Vatican. Elle couvrait le spectre de la vie politique depuis Andreotti, président du Conseil italien et Fanfani en Italie, jusqu'au président Nixon et à David Kennedy à la Maison-Blanche. Elle comprenait d'étroites relations bancaires avec certaines des plus puissantes institutions du monde, Ambrose de Londres, Continental Chicago, Rothschild de Paris, à travers la loge P2 de Djeli. Il avait forgé des liens étroits avec les dirigeants d'Argentine, du Paraguay, du Uruguay, du Venezuela et du Nicaragua. Il confia à un avocat romain à propos du dictateur Somoza: je préfère, c'est Sindona qui parle, traiter avec des hommes comme Somoza, faire des affaires avec la dictature d'un seul est bien plus facile que de faire des affaires avec des gouvernements démocratiquement élus. Ils ont trop de commissions, trop de contrôle, ils aspirent aussi à la sincérité, ce qui est mauvais dans les affaires bancaires. Voici une illustration parfaite de la philosophie de la loge P2, telle qu'elle fut donnée à ses membres par son fondateur Licio Gelli. Les portes de n'importe quelle banque s'ouvrent en grand à droite, tandis que Sindona faisait des affaires avec Somoza et cherchait un équivalent aux États-Unis, Gelli ne restait pas oisif en Argentine. Sentant le désenchantement de la nation vis-à-vis de la junte au pouvoir, il se mit à préparer en secret le retour du général Perón d'exil. En 71, il convainquit le président en exercice, Lanús, que la seule façon pour l'Argentine de retrouver la stabilité politique passait par le retour de Perón. Ce dernier revint triomphalement. Un de ses premiers gestes consista à s'agenouiller en signe de gratitude aux pieds de Gelli, etc., etc., etc. Gelli et Sindona étaient extrêmement puissants.
il avait donné à tous les membres de la loge P2 une capsule de digitaline, hein, pour se suicider au cas où il se faisait attraper. C'est quand même assez impressionnant, même gravissime. Il avait toujours une longueur d'avance sur tout le monde. Il avait les dossiers du procureur. Il avait absolument tout le temps une longueur d'avance sur tout le monde. Il faut savoir que le pape Albino Luciani a été assassiné avec de la digitaline, qui lui a créé un arrêt cardiaque. Et on a dit qu'il est mort comme ça. Il a été embaumé 12 heures seulement après la découverte du corps, ce qui a empêché l'autopsie, puisqu'il est impossible maintenant de faire des prélèvements sanguins. Ce qui est gênant, c'est que Albino Luciani a fait un check-up complet juste avant de mourir. Tout allait très 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 bien, ce qui a étonné tout le monde d'ailleurs, et ce qui a étonné de plus l'interdiction de faire une autopsie. Et ce qui est très 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 intéressant, c'est qu'avant de mourir, Luciani a donné au cardinal Villot, hein, le fameux, comment on appelle ça, le Camerlingue. Il a été donc assassiné. Il y a même un repenti de la mafia, Vincenzo Calcara, qui approuve, qui confirme tout ça. Je vous signale qu'il y a eu des dizaines de morts et que c'est très grave et qu'il y a des gens qui sont rentrés en prison pour beaucoup moins que ça. Là, il y a des dizaines de témoignages, des affaires extrêmement graves, des détournements de sommes pharaoniques. Et dans la version officielle, on continue de vous dire qu'il est mort d'une crise cardiaque. C'est quand même assez hallucinant. Donc je reviens sur ce que je disais. Donc Villot, il voulait le virer. Le cardinal Cody de Chicago, un psychopathe qui détournait l'argent, qui faisait ce qu'il voulait, qui donnait pas les crédits. Enfin, un malade mental, mais vraiment un psychopathe qui faisait beaucoup beaucoup de mal à l'Église, qui devait être viré depuis longtemps. Il a décidé de le virer. Paul Marcinkus viré. Certains amis de Marcinkus, Menini, Strobel, Bonis virés. Roberto Calvi, donc Ambrosiano, viré du Vatican. Donc tout ceci a été préparé. Sauf que ils ont tous été confirmés dans leur poste par Jean-Paul II. Gelli a dérobé, écoutez-moi bien, 2,5 milliards de dollars en impôts sur les carburants. Je sais que c'est vertigineux. Je sais que c'est difficile à expliquer, mais il l'a fait. Il a assassiné le liquidateur. Alors, Sindona a assassiné son liquidateur de banque, Ambrosoli. Ils ont assassiné un lieutenant-colonel Antonio Varisco. Ils ont assassiné Boris Giuliano. Il a été remplacé par un gars de la loge P2. Sindona a organisé son propre enlèvement pour pouvoir rentrer en Italie, puisqu'il était extradé aux États-Unis, enfin, il s'était sauvé aux États-Unis, et réfugié, pardon, aux États-Unis, et il voulait rentrer en Italie pour régler quelques problèmes. Il a trouvé un moyen, il s'est dit, je vais me faire kidnapper. Comme ça, je pourrais partir en Italie. En fait, ça a très mal tourné. En plus, ils se sont retournés contre lui, les gars qui ont voulu le kidnapper. C'est une catastrophe. Il faut savoir que Gelli, quand il appelait Calvi vers la fin, parce que ça dégénérait, il pouvait pas voler impunément des milliards comme ça. Quand il appelait Calvi, il prenait le pseudonyme de Luciani pour lui faire peur, semble-t-il. Vous voyez, en plus il le nargue, genre continue à me faire mes virements, à détourner des sous, sinon je te bute comme Luciani. Calvi a été retrouvé pendu sous un pan de Landre, hein, avec transpercé par 2 coups d'épée. C'est un rituel maçonnique. Sa secrétaire Corocher a été suicidée du 4e étage. Bon, en d'autres termes, ils l'ont jeté. Calvi expliquait à ses proches, il leur disait: regardez le parrain, le film, vous comprendrez comment marche le monde. Voilà. Et encore pire, une information extrêmement grave, Gelli, qui était chez Ortolani au Cap Ferrat, son second de la loge P2, les services italiens l'ont appris grâce aux services anglais, et il a été protégé par la DST contre l'Italie qui voulait l'attraper. Vous savez tous que Gelli donc a été emprisonné après avoir essayé avec un faux passeport de retirer des lingots d'or de l'UBS, l'Union des banques suisses. Il a été emprisonné à la prison du Champ d'Olan. Il est sorti avec les clés, son fils est venu le récupérer, ils ont pris un hélicoptère pour Monaco. Une anecdote assez intéressante, Gelli possédait une photo de Jean-Paul II nu
au bord de sa piscine, il a montré au dirigeant du Parti socialiste, Vani Nitisco. Voilà.